Les Français ont choisi un nouveau président pour gouverner le pays dans les 5 années à venir. Pouvez-vous commenter la victoire de François Hollande aux élections en France? Je crois que le premier point qu'il faut retenir est que c'est un moment de la vie démocratique d'un pays, d'une démocratie ancienne, la France, un moment important qui s'est déroulé. Cette alternance politique, il est vrai, a vu l'un des partis du gouvernement, le Parti socialiste, qui n'était pas à la direction des affaires depuis un certain nombre d'années, y revenir. C'est le jeu normal de l'alternance démocratique. Et ce que je souhaite souligner, c'est que cette échéance est intervenue dans un climat normal, sans difficulté particulière, avec une forte mobilisation de la population, puisque plus de 80% des électeurs ont effectivement pris position dans ce vote majeur. Un deuxième point que je voudrais rajouter, c'est qu'il s'agit d'une première étape qui a lieu tous les 5 ans de ce qu'est cette vie démocratique. Dans un mois, le même corps électoral sera appelé à voter, cette fois-ci pour élire le Parlement. Et c'est donc seulement à la fin du mois de juin que la France connaîtra définitivement son pouvoir exécutif et son pouvoir législatif. Voilà, c'est une précision que je souhaitais apporter. Les résultats du premier tour des élections tenues le 22 avril ont beaucoup choqué. Marine Le Pen, le candidat de l'extrême droite, est arrivé en 3e position. Peut-on dire que le succès historique de l'extrême droite est un écho du discours nationaliste? Pour répondre à votre question et en rejoignant les observateurs de la vie politique, je crois qu'il convient d'avoir présent à l'esprit 2 éléments. Le premier, c'est que ce vote sur l'aile droite du corps électoral français, ce vote n'est pas nouveau. Premier point, si l'on se souvient d'élections antérieures et notamment de l'élection pour la présidentielle de 2002 où le candidat du même parti était au 2e tour de l'élection présidentielle. Donc un vote non nouveau. Je crois qu'il s'agit là dans une période qui est sans doute ouverte aux difficultés économiques. On se souvient aussi de cette crise financière de 2008 qui fragilise des économies, qui fragilise des emplois dans les familles. J'ai le sentiment que les gens essaient de se rapprocher de ce que peuvent être ou sont en recherche de repères ou de critères. Ils se rapprochent de ce qu'est leur coutume, de ce qu'est leur identité. Je ne sais pas aller plus loin, et il ne m'appartient pas d'aller plus loin dans l'analyse politique, mais je pense que le phénomène n'est pas strictement français. Quelle sera l'attitude envers la Bosnie-Herzégovine de la France durant ces 5 années? Quelle sera la politique? La politique étrangère de la France, à l'égard de la Bosnie-Herzégovine, mais plus généralement, sa politique étrangère est assise sur un certain nombre de grands principes qui dépassent les alternances politiques. C'est ce que l'on observe depuis une trentaine d'années au moins, et même au-delà avec le général de Gaulle. C'est une politique étrangère qui est marquée d'éléments forts que sont la nécessaire paix entre les peuples, le respect des droits de l'homme, la protection de l'environnement ou de l'univers. C'est un des thèmes politiques forts et je pense qu'ils vont dicter ce que seront les positions encore à définir du futur gouvernement. L'un des points forts, assurément, qui a déjà été engagé et affiché par le nouveau président élu est celui d'un ancrage fort qui continuera de la France dans l'espace européen, également dans ses relations avec les alliés, nos grands alliés au sein de l'OTAN. Et je pense que dans ces 2 cercles, notamment, la France continuera d'avoir un regard attentif envers les Balkans et envers la Bosnie-Herzégovine. Au sein de l'Union européenne, la France est un acteur fort de la définition de la politique européenne. Elle est à l'origine de la création de l'Union européenne. La France, je pense, continuera d'être attachée au devenir de la Bosnie-Herzégovine. Et quel est le devenir de la Bosnie-Herzégovine? C'est son rattachement à l'OTAN, son intégration à l'OTAN et son regard vers l'Union européenne. À elle en même temps de faire sa part de travail dans ce sens. Pendant des années en Bosnie-Herzégovine, on parle de la modification des constitutions. Quelle est la position de la France puisqu'on sait que l'accord de Dayton a été signé à Paris?
Il est vrai, vous avez raison de rappeler que les accords de Dayton signés à Paris ont montré l'attachement de la France pour le devenir, le destin de la Bosnie-Herzégovine. La Constitution est un outil majeur, bien sûr, de la vie politique en Bosnie-Herzégovine. Ce à quoi la France a été attachée toujours, et à mon sens sera toujours attachée, c'est la persistance des idées fortes, majeures, du tronc fort constitué par les piliers de cette Constitution. Quels sont-ils en Bosnie-Herzégovine? Des vérités simples. Il existe un État qui s'appelle la Bosnie-Herzégovine, il n'y en a pas d'autre. Il est constitué d'entités et il fonctionne au profit de peuples constitutifs. Ce sont là les piliers qui sont intangibles. Et là, à ce titre, la France n'entend pas qu'il y ait modification à ces piliers-là. Le reste prévu dans les accords de Dayton est constitué par les mécanismes de fonctionnement de cette vie institutionnelle de la Bosnie-Herzégovine. Et là, on sait qu'il y a eu des tentatives déjà de modification de ces mécanismes. Ces tentatives n'ont pas abouti. Elles n'ont pas abouti par manque de consensus politique parmi les acteurs, parmi les responsables politiques de Bosnie-Herzégovine. Et c'est là où le message de la France, tel qu'il a été, et à mon sens tel qu'il devrait être, consiste à dire ces mécanismes-là, s'il est difficile de les modifier par la Constitution, par un changement de Constitution, à partir du moment où tout le monde n'est pas d'accord, eh bien procédez étape par étape et accordez-vous pour savoir ensemble répondre à ce qu'est l'attente de vos interlocuteurs internationaux. Et notamment quand il s'agit de parler d'une seule voix vers l'Union européenne, quand il s'agit d'adopter une posture sur un sujet particulier, il est nécessaire de coordonner les différentes voies politiques qui existent. Nous attendons que ce travail qui consiste à mettre sur pied, notamment dans le dialogue avec l'Union européenne, ces mécanismes de coordination, que ce travail soit fait. C'est aux autorités de Bosnie-Herzégovine, aux responsables politiques qu'il appartient de le faire. Monsieur Gilles, comment commentez-vous la fermeture du musée contemporain Ars Aevi? Écoutez, j'ai appris cela de manière un petit peu brutale ce matin par la presse et vous avez raison de me poser la question et je vous en remercie parce qu'il y a quelques très courts mois, j'ai remis au nom du gouvernement français une haute distinction dans le monde de la culture à M. Enver Hadjiomerspahic, que nous connaissons bien pour son engagement au profit de l'art et de la culture. Et je dois vous dire très franchement, la surprise qui est la mienne d'apprendre, j'ai besoin de le vérifier, mais d'apprendre cette décision qui consisterait à disperser les collections, cette collection Ars Aevi, cette collection d'art contemporain, la disperser dans peut-être les ambassades qui sont les ambassades d'accueil des artistes qui ont mis à disposition de Sarajevo cette magnifique collection, ces œuvres et cette collection. Ma surprise et puis également un autre sentiment, et les miens, je l'avoue, j'ai de la peine à imaginer que ce rassemblement d'œuvres d'art qui vient de toutes les grandes signatures de l'art contemporain, voilà, j'ai du mal à savoir, de la peine à savoir que cette collection ne serait plus demain une collection si elle est complètement éclatée et dispersée. Vous savez, la culture, c'est un outil. La culture, c'est un investissement pour les générations à venir. Et à un moment, on doit faire l'effort. Monsieur Gilles, merci de nous avoir consacré votre temps et merci pour votre interview à la télé numéro 1. Hvala vam.